Le visage de la France est en train de changer. Autour des monuments historiques, ces villes dessinaient hier encore des géométries paisibles et centenaires. Depuis 10 ans, ces compositions urbaines sont bouleversées. Là où elles se fondaient avec la campagne, un habitat nouveau se dresse dont les dimensions rivalisent avec les tours cathédrales. Comme Reims, toutes nos capitales provinciales présentent aujourd'hui ces annexes d'un autre âge, de l'âge moderne. Mais c'est dans l'immense tableau signé au loin du paraphe léger de la Tour Eiffel que cette inspiration futuriste s'affirme le plus. Là où voici 10 ans s'étendait cette banlieue confuse, anarchique, étriquée dont nous rougissions, se déploient aujourd'hui des images de pays neufs. Cette mutation explosive traduit l'effort accompli en 10 ans pour résoudre enfin le problème de l'habitat français. Ouvert au début de ce siècle, ce problème était devenu en 50 ans gravité, urgence, puis tragédie. Cette tragédie commence avec la Première Guerre mondiale. En 4 ans, 368 000 logements sont détruits, 559 000 rendus inutilisables, 3 à 4 millions de Français privés d'abri. Pour réparer ce désastre, le progrès offre ses ressources. Des matériaux nouveaux ou nouvellement répandus, fer, verre, béton. Des méthodes nouvelles comme la préfabrication inaugurée en 1936 avec les tours de Drancy. Mais la politique des loyers bloqués à des taux anormalement bas détourne l'initiative privée de la construction où les capitaux ne sont plus rémunérés. Aussi, alors qu'en 1913, Paris bâtissait 8000 immeubles, il n'en construit plus que 900 en 1933 et en 1934, seulement 700. On peut raser la ceinture fortifiée où Paris étouffe. Cela ne conduit qu'à un habitat sordide. La fameuse zone dont la lèpre cerne bientôt la capitale qui se disait la plus belle du monde. Sur cette stagnation déjà dramatique s'abat la Deuxième Guerre mondiale qui ne ravage pas seulement le nord et l'est, mais l'ensemble du pays. D'Amiens à Marseille, de Strasbourg à Brest, 432 000 logements sont détruits, 820 000 rendus inutilisables. Et au lendemain de ce deuxième désastre, tout est aggravé par l'extraordinaire renouveau de la démographie française. Notre population passe en effet de 41 millions d'habitants en 1936 à plus de 46 millions en 1961. Notre pays, qui possédait en 1939 13 millions de logements, voit donc son patrimoine immobilier progressivement ruiné. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les besoins se chiffraient ainsi. 1 320 000 logements à reconstruire ou réparer par suite des destructions. 550 000 taudis ou baraquements à remplacer. 1 880 000 logements à restaurer ou renouveler pour rattraper un demi-siècle de négligence. Enfin, 2 250 000 logements nouveaux à créer pour répondre à l'expansion démographique. On arrivait à un total de 6 millions de logements à construire ou restaurer en moins de 20 ans. 6 millions, la moitié du patrimoine initial. Ce point aigu de la crise est symbolisé par les cités d'urgence. Ce constat de carence dont tout le monde se souvient. Alors, le logement est déclaré problème social numéro 1 de notre pays. Les pouvoirs publics instituent une législation d'aide à la construction alimentée de crédits considérables. Quelque temps encore, les textes et règlements restent trop compliqués et les moyens insuffisants. Cependant, à l'horizon des cités d'urgence, les premiers grands immeubles neufs apparaissent. C'est qu'une immense machine à bâtir s'est enfin mise en mouvement.
Et cette machine se déploie de la rénovation urbaine à l'achèvement de la reconstruction et à la mise en chantier des constructions neuves. L'industrie française du bâtiment transforme ses méthodes traditionnelles afin de faire face aux impératifs et aux urgences. Et c'est grâce à ces méthodes et à ces conceptions nouvelles que la rénovation poursuit avec succès la remise en état de l'habitat urbain. Les îlots insalubres sont partout attaqués. Au plus profond des villes, les murs de la misère sont renversés. À la place des taudis, des immeubles nouveaux se dressent pour atteindre au-dessus des vieux toits et l'air et la lumière. En ville, cette restauration se limite aux zones les plus sombres. Mais en banlieue, tout est parfait. La rénovation y devient révolution. Un peu partout, comme à Asnières, les cages à lapins, les cabanes, les pavillons, les villas disparaissent sous la poussée des grands immeubles collectifs. Une population beaucoup plus nombreuse trouve là beaucoup plus de confort, d'hygiène, de soleil et d'espace libre. Cependant, ces bâtiments géants, surface plate, volume cubique, géométrie monotone, risquent de conduire à une autre laideur. Quoique harcelés par les impératifs d'urgence et de prix, les architectes s'efforcent d'y pallier. Comme à Épinay, ils recherchent la diversité des volumes, la variété des couleurs, l'inattendu des perspectives. Ainsi se dessine tout un mouvement d'études vers l'urbanisme, esthétique sociale. Pantin-Bobigny illustre cette recherche. Par réaction contre le désordre médiocre et la grisaille de la vieille banlieue, les architectes vont ici aux extrêmes. Dans leur souci d'échapper en même temps à l'impersonnalité, à la monotonie déprimante de la boîte à habiter, ils risquent des formes insolites, des couleurs violentes. Mais ces excès ont leur justification. Ils ont déjà conduit à des équilibres plus heureux. Un de ces équilibres se réalise à Marly. Certes, les constructeurs trouvent ici un cadre privilégié, un plateau dominant la Seine, foisonnant de verdure. Mais ils ont su sauvegarder cette harmonie naturelle. Leur cité est faite pour la respiration d'une vie heureuse. Terrains de sport pour grands et petits, parcs automobiles vastes et déjà encombrés, terrasses et jardins pour les heures douces. Mais les besoins de l'agglomération parisienne, qui s'accroît chaque année de 200 000 résidents, imposent de voir gigantesque. Construites de toutes pièces à quelques kilomètres de la vieille capitale, de véritables villes nouvelles s'édifient. L'ensemble de Sarcelles est conçu pour 48 000 habitants, la population de Bourges. Mais s'il possède tous les équipements d'une ville, centre commercial, école, poste, mairie, il lui reste à en trouver l'âme, une âme de cité. On ne pourra sans doute pas créer en quelques années cette âme que façonnent habituellement les siècles, mais on s'efforce de nouer entre les résidents des liens psychologiques. Et c'est ce que visent des initiatives comme les maisons de jeunes. Le premier, le plus fort de ces liens,
Ne serait-il pas l'intérêt commun pour l'avenir de la cité? Une partie de Sarcelles reste à bâtir. Et Sarcelles vivra dans la mesure où ses résidents se sentiront ses enfants. Et sans attendre l'achèvement de Sarcelles, d'autres villes sortent de terre. Prévue pour 40 000 habitants, Massy-Antony n'est encore qu'un immense chantier où tous les modes de construction se sont donné rendez-vous. Toutes les techniques y déploient et comparent leur meilleure efficacité. Et cette confrontation montre que l'industrie française du bâtiment, achevant sa révolution, est devenue une des industries les plus modernes de notre pays. Ainsi Paris, le grand Paris de 7 millions d'habitants, prend un visage nouveau, chaque jour plus conforme aux exigences de la vie moderne. Mais l'effort de notre construction ne se limite pas à la capitale. Au contraire, celle-ci représente pour le pays une hypertrophie qui est une gêne et un danger. Il faut supprimer ce déséquilibre et pour cela créer dans tout le territoire les moyens de fixer la population, d'en accroître l'activité, l'aisance et le confort, seules armes contre l'attraction parisienne. Et c'est à ce programme que s'attachent toutes nos villes. Lyon se caractérisait par un habitat dense et vieux, entassé sur les collines qui encadrent le confluent Saône-Rhône. Mais Lyon a éclaté. Au-dessus des quartiers vétustes, des immeubles géants se dressent. Et la poussée déborde le site historique de la ville. À l'est, Bron-Parilly est une ville nouvelle dont les ensembles, comme ceux de la région parisienne, enserrent une banlieue désuète. Et si on y voit des signes d'espoir depuis longtemps oubliés, Bron-Parilly ne peut suffire. À l'ouest, le plateau de la Duchère accueillera une autre ville. Marseille est notre plus ancienne cité. Cependant, 20 siècles d'histoire n'y ont laissé aucune architecture notable. Notre premier port semble vouloir prendre sa revanche dans l'urbanisme moderne. Ville pilote, Marseille a accueilli la première cité radieuse. Et depuis, elle poursuit son essor par des ensembles au volume puissant qui s'inscrivent avec bonheur dans le cadre composé par la mer, les collines et la lumière. Et loin de la calanque originelle, d'autres géants forment avec l'autoroute une puissante composition moderne. Et il en est à Rouen comme à Lyon. Les blessures de la guerre réparées, l'agglomération ancienne s'avère trop étroite. Les cités nouvelles partent à l'assaut des collines qui délimitent le site historique de la métropole normande. Ainsi, la réorganisation et l'extension de nos villes se trouvent partout poursuivies, partout déjà assurées. Mais ce n'était là qu'un des problèmes d'habitat de l'après-guerre. Plus grave, plus impérieux, était le problème du logement de la main-d'œuvre industrielle. Problème capital qui a reçu des solutions variées. En Lorraine, la concentration industrielle atteint une densité dangereuse pour la santé. On s'est préoccupé de protéger les lieux habités contre les émanations des usines. Ainsi, au-dessus de Hayange, une ville est née au milieu des bois de Saint-Nicolas-en-Forêt. Sur une colline salubre,
Les habitations où l'individualisme garde ses droits respirent la verdure. Les fumées du travail ne sont plus derrière un rideau d'arbres qu'un souvenir. Le long de la Loire, la vieille métallurgie battait les records de tristesse, entassant dans sa vallée noire un habitat de cauchemar. L'urgence et la grandeur des besoins appelaient la solution radicale des grands ensembles. À Firminy-Vert, la majesté du site souligne la hardiesse des constructions nouvelles qui abritent 5000 personnes. Et à Saint-Étienne, non loin de la vieille ville tout en ruelles, la cité de Beaulieu, qui groupe 11 000 résidents, présente des images d'anticipation scientifique. Mais le logement de la main-d'œuvre a suscité plus encore. Des villes nouvelles surgissent en même temps que de grands combinats industriels, dans des sites voués jusqu'à nos jours à la pêche champêtre. À proximité de Marcoule et des installations de l'énergie atomique, la seule ressource d'habitation était une bourgade provençale aux rues encombrées et aux murs croulants. Non loin des toits rouges serrés les uns contre les autres, mais plus hautes, plus hardies, plus libres, se sont dressées les masses des buildings. Et Bagnols-sur-Cèze est désormais une ville de 12 000 habitants où se côtoient les charmes de la tradition et les aspirations de la vie moderne. Au pied des Pyrénées, Lac et ses installations étonnantes ont déterminé le jaillissement d'une ville nouvelle. Au milieu des fougères sauvages jusque-là fréquentées des seuls bergers, 11 000 personnes trouvent tout le confort moderne. Ainsi, en 10 ans, la France a changé de visage, ou plutôt, elle a ajouté à son visage familier les traits d'une jeunesse retrouvée. Désormais, on peut considérer que l'urgence est satisfaite. Certes, les besoins restent considérables, mais on a enfin atteint le rythme qui garantit d'y répondre. Nos architectes ont gagné le droit d'être moins strictement fonctionnels et de se préoccuper davantage de la beauté pour elle-même. Car un grand problème de beauté va maintenant se poser. Comme Nîmes entre son temple romain et son lycée ultramoderne, toutes nos villes sont aujourd'hui écartelées entre le passé et l'avenir. Comme Angers entre son donjon et son building, toutes doivent trouver, entre la tradition et la rénovation, un équilibre et une harmonie. À vrai dire, ceci se rencontre déjà assez souvent et surtout dans les villes qui furent reconstruites. À Caen, les chefs-d'œuvre gothiques s'inscrivent dans des perspectives à la fois nouvelles et fidèles. Et on voit souvent ainsi l'accord du passé et du présent poussé jusqu'à la juxtaposition directe et heureuse. Chapitre particulier de l'habitat français, la reconstruction fut le banc d'essai de notre urbanisme. Elle s'acheva par la restauration des villes de la Loire. Et cette dernière œuvre montre combien elle eut raison de penser beauté. Ce souci était naturel puisqu'elle touchait à notre patrimoine artistique. Par ailleurs, en matière de conception, elle bénéficiait d'une tradition, d'un style, d'un esprit. Mais elle eut le mérite de saisir cet esprit au point de dépasser l'imitation matérielle pour ressusciter, comme au bord de Loire, un art de vivre.
Et lorsqu'une tradition artistique manquait, les urbanistes de la reconstruction surent inventer. De Royan au Havre, leurs fronts de mer sont des réussites qui créent de nouvelles combinaisons de plans et de lignes, d'ombre et de lumière. Cependant, ces architectes n'eurent jamais à résoudre cet immense problème qui est celui de la construction, créer l'habitat moderne, créer la formule d'habitat exigée par la civilisation moderne et ses énormes concentrations urbaines. À ce problème nouveau pour l'humanité, les cités radieuses proposent depuis longtemps une solution absolue. Cette solution consiste dans la concentration verticale, dans le maximum d'aise et de confort réalisé par le calcul et l'épure. Ce rationalisme déconcerte les habitudes, mais présente parfois des bonheurs étonnants. Ainsi, les trottoirs malsains où jouaient les petits Marseillais sont élevés aujourd'hui à hauteur des collines, tout près du soleil. L'épure ici rejoint la poésie. Et c'est en général dans la transformation des cadres du travail, de l'école à l'usine, que ce rationalisme esthétique obtient une approbation totale. Mais en matière d'habitat privé, les réalisations strictement fonctionnelles imposant un style de vie collectiviste rencontrent réticence et inquiétude. Aussi, les conceptions officielles s'orientent vers une formule moyenne. Soutenues par l'opinion publique, elles en viennent à préconiser la construction de petits immeubles collectifs qui apparaissent aujourd'hui un peu partout, parfois tout à côté des grands ensembles. On reconnaît ainsi un besoin très profond, celui d'un habitat personnalisé, situé au centre de cercles d'environnement, d'une intimité progressive, appartements, immeubles, jardins, quartiers. Le goût de cette structure justifie ce qu'on croyait être une marotte du français attardé, l'idéal de la maison individuelle. Et des petits collectifs, les programmes de la construction passent volontiers aujourd'hui à ces maisons. Il ne s'agit évidemment pas de revenir à l'anarchie, à la laideur, aux solutions de fortune. Mais puisque les grandes urgences sont en voie d'être satisfaites, on doit rechercher un équilibre entre la géométrie oppressante des immeubles géants et ce rêve du citoyen moyen, la demeure familiale blottie dans son coin de nature. Les densités de population liées à la civilisation industrielle obligeront sans doute ce rêve au compromis de la demeure collective suffisamment agréable et belle. Ainsi, les grands immeubles n'auront pas été qu'une réponse à l'urgence. Toutes leurs recherches serviront, même les plus discutées comme la polychromie. Parfois heureuse et parfois agressive, la polychromie ne fut au départ qu'un palliatif à l'ennui des grandes façades. Mais en fait, elle ressuscite une tradition ancienne. Les temples antiques étaient peints, et aussi les églises médiévales dont notre siècle a repris, en l'élargissant, le jeu coloré des vitraux. Et des couleurs retrouvées aux formes innovées. Toutes les recherches utilitaires devront se marier aux trouvailles artistiques. Car notre siècle est sans conteste une grande époque architecturale. L'apparition de matériaux étonnants a suscité une admirable floraison de formes neuves. Paris, pendant qu'il rénovait sa banlieue, a su s'embellir lui-même grâce à cet art nouveau. Mais de la maison de la radio au palais de la culture mondiale, ces conquêtes semblent jusqu'à maintenant réservées au temple laïque. Il faut qu'elles s'appliquent à la demeure des hommes pour créer l'habitat de demain. Cette beauté de demain où l'effort social, les formes nées de l'art et celles nées de la science
aujourd'hui séparément modelés, deviendront harmonieux.